Pour le paradoxe. Père Danielou. Bravo pour le Père Noël, Hervé. Mais permettez-moi de ne pas être tout à fait rassuré par votre explication. Parce que derrière le Père Noël, je vois ce réalisme politique qui ne me paraît pas être un remède suffisant à ce cynisme que vous voulez guérir. Et qui, en justifiant bien des moyens à partir du moment où la cause de la Révolution les justifie, me paraît laisser un chrétien dans cette même inquiétude qui est précisément la réticence foncière qu'il garde à l'égard du communisme. D'ailleurs, pour parler d'un autre mouvement qui se pose tout à fait à notre attention, je pense que l'existentialisme, de son côté, ne me paraît pas non plus être une réponse à ce cynisme, du fait qu'il me semble justifier également toutes sortes d'attitudes et ne pas permettre une discrimination entre elles par laquelle puisse être surmonté ce cynisme dont nous parlons en ce moment. Vous savez, mon révérend père, c'est Merleau-Ponty qui répond. L'existentialisme, le mot a été pris dans tant de sens que je ne sais plus auquel vous faites allusion exactement. Enfin, si nous entendons par là une méthode philosophique générale, elle consiste en ceci: on constate des contradictions. Si vous entendez par là les ouvrages de notre contemporain Sartre, je vous dirais simplement ceci: il en a publié quelques-uns que je trouve excellents, il est loin d'avoir fini son œuvre, et il est peut-être prématuré de lui demander dès maintenant des consignes politiques et morales extrêmement déterminées. Le mur, il y a un mur devant nous. Eh bien, c'est ce que j'appelle la constatation des contradictions. Pouvez-vous, pour votre part, Hervé, avec la formation que vous avez et à laquelle vous êtes fidèle, votre formation hegelienne, pouvez-vous considérer comme dépourvue de sens une philosophie comme celle-là? Mais nous pensons qu'il n'y a pas d'impasse, et qu'en effet, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas d'impasse, mais il y a des détours. Et ce sont les détours qui inquiètent le père Danielou, comme moi. Mais c'est précisément que nous mettons au service d'un idéal et d'une foi, et d'un optimisme foncier, nous mettons une conception lucide de la société avec ses différentes contradictions et ses luttes de classe. Et c'est cela qui nous permet précisément de peut-être faire des détours avec efficacité. Si vous nous expliquez les contradictions que nous constatons, celles par lesquelles un patriote d'autrefois est devenu un traître, ou par lesquelles un homme de gauche d'autrefois est devenu un patriote, si vous nous les expliquez, je crois qu'alors vous entreprenez de lutter contre le cynisme par les bons moyens, mais non pas simplement en croyant au Père Noël. Et encore faut-il que vous nous laissiez le droit de cette mise en question dont parlait Merleau-Ponty tout à l'heure, et qui me paraît être justement l'intérêt de l'existentialisme, qui est le refus précisément d'une solution toute faite et une possibilité perpétuelle quand il s'agit précisément de solutions à apporter à l'organisation sociale ou économique, d'ouverture à des possibilités nouvelles. Et ce qui nous inquiète un peu précisément dans le communisme, c'est cette sorte de solution toute faite et définitive qui ne me paraît pas laisser place à cette invention dont pourtant vous parlez. Pourquoi ai-je employé tout à l'heure cette formule paradoxale de croire au Père Noël? C'est parce que je pense que le marxisme, lorsque l'on le prend avec un esprit sceptique et un esprit de sophiste, eh bien on le dénature complètement. Parce que dans le marxisme, et comme fondement même de cette théorie, il y a cet optimisme foncier qui s'exprimait dans cette parole de Marx: la société ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. Monsieur le pasteur Jousselin. Hervé, je voudrais vous reprendre en revenant un peu en arrière sur votre formule de Père Noël. Je crois en effet, avec vous, aux vertus de l'enthousiasme et de la générosité. Mais je crois aussi souvent que l'appel à ces vertus a été une tromperie et un mensonge. C'est parce qu'on a prostitué ces générosités naturelles des jeunes, cette volonté de sacrifice et de création, sans objectif très précis, que la jeunesse maintenant est sceptique, que maintenant elle est cynique et qu'elle considère qu'elle a toujours été trompée. Et je crois qu'il n'y a pas seulement le problème de critiquer et d'expliquer ce qui est passé, mais que vraiment la jeunesse est prête à nouveau à reprendre sa générosité et son enthousiasme si on lui offre non seulement une explication du monde, mais une construction du monde. Dites-lui qu'elle peut trouver un monde à sa mesure, un monde humain, un monde où elle aura un rôle à jouer, une place à occuper, et vous la verrez maintenant bâtir, vous la verrez marcher, vous la verrez s'enthousiasmer, à condition qu'elle soit certaine de ne pas être trompée. Est-ce que l'erreur de, précisément, beaucoup des régimes précédents n'a pas été de vouloir asservir la jeunesse au lieu de servir la jeunesse? Et est-ce que notre tâche aujourd'hui n'est pas précisément celle-là? C'est le père Danielou qui pose la question. Qui veut y répondre?
Je Pierre crois qu'en Hervé. effet, le thème et le mythe de la jeunesse a été employé par les régimes fascistes en particulier, qui ont voulu opposer la jeunesse aux autres générations. En réalité, il s'agissait de mobiliser la jeunesse pour des causes équivoques, et c'est pour cela qu'on employait de tels thèmes. Mais je crois néanmoins que le signe de la vitalité d'une nation, c'est la manière dont les jeunes hommes et les jeunes femmes trouvent à mettre au service de la société ou de la nation leur qualité d'héroïsme, de désintéressement, d'enthousiasme, et qu'il sera nécessaire, si nous voulons supprimer cette crise, il sera nécessaire que, dans notre pays, nous faisions appel encore davantage à ces qualités de la jeunesse. Je crois qu'au sortir de cette lutte de 4 ans, où nous demandions aux jeunes, surtout de se battre, de prendre le fusil, eh bien, ils se sont trouvés devant des conditions économiques et sociales extrêmement difficiles, extrêmement complexes. Il y a eu des erreurs, il y a eu une atmosphère de malaise pendant toute une période. Il appartient aujourd'hui, puisqu'on parle toujours de production, de reconstruction, puisqu'on parle de relever le pays, de faire appel dans tous les domaines aux jeunes et de leur montrer qu'ils peuvent précisément développer toutes leurs qualités. En résumé, messieurs, si je vous ai bien compris, la crise est grave, elle existe, mais les remèdes sont à portée de la main. Limité, cette crise. Ouais. Et c'est une crise de croissance. Donc, il ne faut pas en avoir une vue trop uniquement pessimiste. Non, je ne crois pas. Et peut-être en elle-même porte-t-elle déjà certains germes d'avenir. Enfin, en tout cas, la crise de la jeunesse n'est qu'un aspect particulièrement visible de la crise ou des difficultés que nous rencontrons tous. Et c'est par conséquent une solution d'ensemble qu'il faudrait adopter. Absolument. En effet, il n'y a pas de solution si un dialogue sincère ne s'établit pas entre les diverses générations, si l'apport de l'expérience du passé, des vies passées, des vies vécues que représente l'âge adulte, n'est pas complété par les forces d'enthousiasme, des volontés créatrices et d'expression de la jeunesse. Vous m'avez dit, mon cher Danielou, que nous, communistes, nous proposions un système fermé, des solutions toutes faites. Eh bien, je crois que sur ce point, vous avez tort. Il suffit de nous regarder ce que nous faisons aujourd'hui en France. Et pour ma part, je pense qu'avec vous, avec le pasteur Jousselin, avec Merleau-Ponty aussi, eh bien, nous arriverons à trouver de nouveaux itinéraires et de nouvelles solutions. La réalité dépasse l'imagination et les abstractions. Et je suis persuadé que si nous luttons tous ensemble, nous arriverons à quelque chose de solide. Je pense en effet que nous devons ensemble travailler à résoudre ce problème de la jeunesse en l'associant d'ailleurs elle-même à cela. Maintenant, je pense aussi qu'il faut donner une âme à cette jeunesse, et c'est là où je pense que tout travail en commun suppose que chacun d'entre nous apporte cette foi qui est la sienne et qui répond à une de ces crises actuelles des jeunes, qui n'est pas seulement une crise matérielle, mais aussi une crise spirituelle. Mon père Danielou, je vous remercie de cette idée du travail en commun, car ce qui me paraît original pour la jeunesse française actuellement, c'est qu'elle a entrepris cet itinéraire que Hervé nous proposait. Il n'y a rien de plus frappant que de penser que les jeunes de l'UJRF, les jeunes de l'association catholique, les jeunes du scoutisme, des auberges sont tous unis dans leur union patriotique d'organisations de jeunesse. Certes, toutes ces organisations représentent une minorité, mais c'est une minorité qui déjà est unie, cherche à se respecter, à s'aimer et à travailler ensemble. C'est un signe d'espérance pour nous tous. En somme, vos conclusions sont résolument optimistes, et je ne suis pas pessimiste non plus, car être pessimiste, c'est croire que tout ira forcément mal, et ça n'est pas du tout mon idée. Ce que je crois simplement, mais d'une façon décidée, c'est que la meilleure manière de sortir d'une maladie, c'est d'en rechercher les causes, et quand il s'agit, comme maintenant, d'une maladie collective, de les expliquer à tous. Maurice Merleau-Ponty vient de conclure un débat sur le nouveau mal de la jeunesse, débat auquel ont participé avec lui le révérend père Danielou, Pierre Hervé et le pasteur Jousselin. Notre émission est terminée.